Bonjour tout le monde, on va faire ça en français ce matin. J'espère que vous êtes tous bien réveillés. On est journée 3 de l'Assemblée annuelle scientifique de la Société canadienne de rhumatologie et de l'Association des professions de santé de l'arthrite, toujours à Québec. Je suis Isabelle Troïski, je travaille avec ACE et le Global RA Network. Et aujourd'hui, comme toujours, on est sur le réseau de diffusion sur l'arthrite et l'espace de discussion #CRArthritis. Donc, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir avec moi Dr Karine Toupin-April. Alors, Dr Toupin-April, vous êtes professeur agrégé à l'École des sciences de la réadaptation de l'Université d'Ottawa. Ergothérapeute de formation et vous êtes également la personne en charge du comité de la recherche de la HPA. Donc, j'ai vu que vous aviez beaucoup d'intérêt en recherche. On va parler de ça. Je sais aussi que vous avez participé à un atelier au début de l'Assemblée sur comment intégrer les données probantes dans la pratique interprofessionnelle de la rhumatologie, donc des directives de pratique clinique à la prise de décision partagée. C'est ça qui m'intéresse dans l'atelier. Donc, on va en parler également un petit peu. Déjà, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, ce que vous faites, quels sont vos intérêts en rhumatologie, ce à quoi vous touchez. Voilà. Oui, donc je fais de la recherche depuis plusieurs années, depuis que j'ai fait ma maîtrise au Réseau canadien de l'arthrite il y a peut-être 20 ans. Donc, je fais beaucoup de recherches avec les jeunes qui font de l'arthrite et aussi avec les adultes qui font de l'arthrite et dans d'autres maladies chroniques aussi. Et je m'intéresse vraiment à la prise de décision partagée. Donc, la prise de décision partagée, c'est vraiment encourager les patients avec leur famille, avec les professionnels de la santé, à prendre les meilleures décisions possibles ensemble en matière de traitement. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir des décisions qui sont basées sur les données probantes, donc sur l'information qui vient de la littérature scientifique, sur les différentes options de traitement possibles, et aussi sur les valeurs et préférences des patients et de leur famille. Donc, vraiment pas juste, tu sais, un professionnel de la santé ne devrait pas juste dire, ben voici l'option pour vous, j'ai décidé pour vous. Ça devrait vraiment être, ben voici les différentes options, voici les risques, les avantages, les inconvénients, et qu'est-ce qui est mieux pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez, par exemple, prendre une pilule 1-2 fois par jour versus injection, versus, quel genre d'effet secondaire vous voulez éviter le plus? Donc, à ce moment-là, prendre une décision qui est vraiment éclairée, donc qui est informée par les meilleures données probantes et aussi par les valeurs des patients. Alors, c'est formidable. Donc, en effet, c'est ce qu'on recherche, impliquer le patient le plus possible. Leur style de vie est différent. L'adhésion au traitement, en effet, se fait en passant par accepter ces préférences-là, les intégrer. Et aussi, donc, faire participer les patients à la recherche. Oui. Donc, on a fait beaucoup de travail avec ça récemment. Donc, on a toute une équipe de patients partenaires. Donc, mon groupe de recherche s'appelle le Choice Research Lab ou le labo de prise de décision. Oui. J'essaie de me rappeler du titre en français. Donc, on a un site web, tout ça, Choice Research Lab. Puis là, on est en train de le modifier pour le mettre en français. Et on a des patients partenaires. Donc, on a 5-6 patients partenaires, des jeunes adultes qui font de l'arthrite. Qui sont vraiment comme des experts, qui connaissent vraiment bien leurs conditions, l'impact que ça a sur leur vie. Et puis, avec eux, ben, on prend toutes les décisions en matière de recherche. Donc, on a des appels à chaque mois environ. On parle de, quelle recherche on fait? Est-ce que c'est important pour les patients? Et donc, il y a 2 patients qui sont ici à la conférence. Donc, Natasha Trehan et Laurie Proulx. Natasha qu'on a interviewé notamment sur sa fondation Take a Pain Check. Take a Pain Check, oui. Et c'est des patients partenaires qui sont extraordinaires. Et on a donné l'atelier avec eux. Et vraiment, il y avait une section sur la perspective des patients. On ne peut pas faire de la recherche sans les patients, puis sans les intégrer vraiment bien. Puis on essaye vraiment de diminuer la dynamique de pouvoir qu'il peut y avoir entre chercheurs,
cliniciens, patients, tu sais, on ne réalise pas souvent qu'il y a quand même il y a quand même une dynamique de pouvoir, tu sais. Donc, il faut essayer, dans le fond, d'amener ça au même niveau, tu sais. Donc, je dirais que ce que Laurie ou Natacha disent, ben ça vaut pas plus que ce que moi je dis. On a différentes perspectives, puis on amène ça ensemble, puis on discute, tu sais. Ben, il y a aussi une perspective, les chercheurs sont vraiment dans la méthodologie. Bon, les patients, ils apportent vraiment leur expérience humaine. Donc, en effet, c'est très important. Donc, à l'atelier, est-ce que il y a d'autres points qui seraient intéressants pour les auditeurs que vous avez soulevés? Donc, à l'atelier, on a parlé de, c'est quoi la prise de décision partagée? Oui. On a parlé des barrières et des agents facilitateurs. Donc, il peut y avoir des barrières. Souvent, les professionnels vont dire, ça prend trop de temps, c'est trop compliqué, ou on le fait déjà, mais souvent, c'est pas le cas. Ils vont dire aussi parfois, ça ne coïncide pas avec les lignes directrices. Donc, si on est un professionnel de la santé, puis les lignes directrices disent, on est supposé traiter des patients de certaines façons, si les patients, si on donne le choix aux patients, peut-être qu'on se dit, ouf, je ne vais pas suivre les lignes directrices à ce moment-là. Mais ce qu'on a démontré, c'est qu'on a, dans le fond, on a des mythes en prise de décision partagée. Justement, ça prend trop de temps, on le fait déjà, les patients ne veulent pas, ou non, ça ne coïncide pas avec les lignes directrices. Puis on a pris un article de France Légaré sur les mythes de prise de décision partagée. Et on a pris 3 de ces mythes-là et on a montré, dans le fond, que c'était pas vrai. Donc, ce qu'on a montré, c'est, les professionnels de la santé le font pas toujours. Et donc, on a fait des petits sketchs. On avait un sketch avec, donc, Natacha jouait la patiente et Elizabeth Stringer jouait le rhumatologue. Et c'était une patiente qui faisait de l'arthrose, qui avait de la douleur au genou. Et donc, un petit sketch sans prise de décision partagée, où la personne ou le médecin dit, faut que vous ayez une injection dans le genou. Puis là, la personne ne veut pas, elle dit non, je ne veux pas d'injection, je ne veux pas ça. Puis là, finalement, toute la conversation est à propos de oui, vous allez voir, ça ne va pas être si pire que ça. Et ça, donc, c'était un peu drôle, mais triste en même temps. Les gens riaient un peu parce qu'ils disaient, mon Dieu, même le professionnel a dit, les choses naturelles, ça ne marche pas. Vous devez avoir ça. Il y a toujours des effets secondaires de toute façon, à tous les traitements. Et après ça, on a eu un autre sketch avec Laurie Proulx, qui était la patiente, et Elizabeth Stringer, qui était le médecin. Et là, c'était vraiment avec prise de décision partagée. Donc, c'était, voici vos options. Vous avez des pilules, vous avez des crèmes, vous avez des injections. Regardez à quel point ils fonctionnent chacun. On donnait même des probabilités. C'est quoi les pourcentages de chances que ça marche pour vous? Ensuite de ça, c'est quoi les effets secondaires? Et avec la personne, ils ont regardé avec la personne, selon elle, ce qu'elle voulait, elle a dit, je ne veux pas vraiment d'injection. Les pilules, je ne suis pas sûre que je veux ça parce qu'il y a certains risques. Je vais commencer avec la crème. Et donc, toute la consultation n'était pas à propos de convaincre quelqu'un. C'était à propos de passer à travers toutes ces informations-là. Et c'était vraiment... Donc, je pense que les gens ont vraiment apprécié. Ça montrait, c'est peut-être pas si difficile, mais il faut changer la façon dont on... Alors ça, c'est extra parce qu'en effet, on va parler finalement pas mal aux médecins, mais comment est-ce que on dit aux patients, vous avez ce pouvoir de changer aussi la conversation avec votre médecin? Quels outils on fournit aux patients pour le faire? Oui, donc on a créé un infographie, un genre de petit prospectus où on a toutes sortes de ressources. Donc, ça peut être pour les cliniciens. Ils peuvent aller trouver des aides décisionnelles. Donc, des aides décisionnelles, c'est des outils. Donc, ça peut être version papier, il y en a qui sont électroniques. Et ce que ça fait, c'est que ça aide à donner de l'information. Et ça aide, il y a même des outils là-dedans où la personne, le patient peut l'utiliser. Puis après ça, avoir un résumé, puis l'amener à son rhumatologue ou l'amener... Alors justement, on parlait de ça avec un docteur, qu'il faut prendre des notes. Comme patient, il faut avoir ses questions sur papier ou sur son info, ou peu importe. Mais ça a des limites, ça. Je veux dire, bien sûr. Donc, il y a, par exemple, je vous donne un exemple, il y a une aide à la décision, un modèle qui a été créé par la clinique Mayo aux États-Unis, par Victor Montori, et il y a une version qui est très facile, très simple, qui a été créée par Jennifer Barton pour l'arthrite rhumatoïde. Ce sont des cartes de décision. Une carte a par exemple, on a hydroxychloroquine, on a méthotrexate,
On a sulfa, on a plusieurs agents modificateurs de la maladie. On a, c'est quoi la différence pour l'efficacité avec des chiffres? On a une carte qui est à propos des effets secondaires de chacune. On a une carte à propos, c'est combien de fois par jour, tout ça. On a les considérations comme ne pas prendre d'alcool. On est capable de comparer et tout ça est écrit. Et c'est pas au patient d'écrire « Ah, il faut que j'écrive tout », oui, oui, bien sûr. Et donc ça, ces outils-là, ils sont en ligne. On peut les trouver, oui. Donc, si vous avez notre pamphlet, si vous allez sur Choice Research Lab, on l'a mis là, le pamphlet. D'accord. Mais il y a des liens à plusieurs de ces aides décisionnelles-là. Il y a une aide décisionnelle de Linda Lee, Answer, ils ont deux. Une, c'est sur méthotrexate, entre autres. Il y a des aides décisionnelles, ça existe. Je pense qu'il y a beaucoup de patients qui ne connaissent pas nécessairement l'existence de ces ressources-là. Non, exactement. Donc, vous avez noté, j'espère. Voilà. Il y en a pour plusieurs décisions. Pas juste en arthrite. Hein? Oui. Il y a toutes sortes d'aides décisionnelles pour plein d'autres choix dans notre vie ou plein d'autres maladies chroniques aussi. Alors, donc, je sais que vous travaillez sur l'arthrite juvénile. Vous travaillez aussi sur l'ergothérapie. Comment... Alors, j'ai plein de questions, mais on n'aura pas le temps de tout traiter. Ça va prendre 2 heures. Non, exactement. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec des jeunes patients et leurs familles et notamment, comment est-ce qu'on... voilà, bon, il y a des signes précurseurs de la maladie. Comment est-ce qu'un parent, il détecte, comment il réagit et comment on embarque les enfants, en fait, dans le processus de... Bien, je pense que c'est complexe. Puis, il faudrait demander comme à un rhumatologue pédiatrique, comme Elizabeth Stringer, par exemple. Je pense que c'est très complexe. Nous, on a fait des études qu'on va publier bientôt où on a regardé, on a posé des questions aux parents et aux jeunes sur comment c'était quand ils ont dû choisir leur traitement. Puis on sait que c'est difficile. T'sais, on sait que choisir les traitements pour gérer la condition, la maladie, c'est difficile. Puis beaucoup de parents ont dit, c'était tellement difficile de choisir le traitement, surtout qu'on sait qu'il y a des effets secondaires. Donc on sait que c'est des choix difficiles. Il y a des aides décisionnelles qui peuvent aider. Donc, il y en a une aux États-Unis qui existe, qui peut être utilisée, par exemple, pour voir la différence entre les agents modificateurs traditionnels et les agents biologiques, par exemple. Donc, ça peut aider. Je pense pas qu'ils sont vraiment utilisés beaucoup en clinique. Je pense qu'il y a vraiment Je pense que tranquillement, on doit essayer de changer les choses pour donner vraiment toute l'information. Tu sais, les parents nous ont dit, puis les enfants nous ont dit, souvent, on n'a pas toute l'information. Puis il faut demander comme il faut poser la question magique pour essayer d'avoir comme l'information qu'on veut. Donc, beaucoup vont sur les médias sociaux, l'Internet, pour avoir plus d'informations. Donc, c'est ça. Nous, on posait plus des questions sur aussi la douleur. Tu sais. Donc, une fois qu'ils prennent, par exemple, les traitements pour l'arthrite, s'ils ont encore de la douleur, qu'est-ce qu'ils font au jour le jour? Puis on a trouvé vraiment qu'ils connaissent quelques options, mais ils aimeraient savoir plus d'informations. Et c'est là où, en effet, des groupes, comme on va interviewer plus tard Cassie and Friends, il y a en effet Take a Pen Check. Donc, quand même des groupes qui s'organisent, des groupes de patients, de jeunes patients, où on trouve aussi beaucoup d'informations, qui sont entourés, puis guidés. Une dernière question, j'espère qu'on a le temps, sur l'ergothérapie, parce qu'on n'en a pas parlé énormément encore. C'est hyper important dans la vie d'un patient de pouvoir se faire aider. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec un patient en ergothérapie? Oui, donc l'ergothérapie, je pense que c'est vraiment important. Par contre, on n'a pas toujours accès à l'ergothérapie facilement. Et je dirais que ça, c'est un des problèmes. Donc, on fait une étude en ce moment pour voir, par exemple, en rhumatologie pédiatrique, est-ce que tous les enfants ont accès à l'ergothérapie? Et partout, les cliniques au Canada, c'est pas partout pareil. Donc, certains ont accès facilement à des ergos et d'autres beaucoup moins. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de donner accès à tous les professionnels de la santé. Puis essayer d'évaluer pour voir est-ce qu'un enfant a besoin d'ergo, de physio, de quoi on a besoin. Puis vraiment travailler en équipe interprofessionnelle. Mais malheureusement, c'est pas fait partout. Puis je dirais qu'en adulte, pour l'arthrite rhumatoïde, pas tous les patients vont être référés en ergo. Exactement. Et peut-être que certains bénéficieraient de l'ergo. Tout à fait. Peut-être que c'est pas pour tout le monde. Non. Mais il devrait au moins avoir une évaluation pour voir,
est-ce qu'on a besoin de l'ergo? Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, ce qu'on soulevait, c'est qu'un des thèmes de l'Assemblée cette année, c'est Reconnect et on est vraiment sur comment est-ce que, en effet, on embarque le patient, mais toute une équipe interprofessionnelle autour. Et je pense que c'est ça, il n'y a pas une façon de voir le traitement ou l'aide qu'on apporte au patient dans son parcours. Mais en effet, c'est pluridisciplinaire. Mais certains endroits le font. Et ils sont capables de le faire. Mais ça prend vraiment une grosse volonté. Ah oui. Et il faut diminuer aussi la dynamique de pouvoir entre les professionnels de la santé. Je pense que si on va avoir des cliniques... Entre eux-mêmes. Pas juste entre le professionnel de santé puis le patient, mais entre les différents disciplines. Entre le médecin, l'ergo, le physio, l'infirmière, le diététiste, nutritionniste. Je pense qu'il y a des dynamiques de pouvoir. Puis des fois, on ne sait pas toujours ce que l'autre est capable d'apporter. Il faut la reconnaissance que notre expertise arrête à un certain moment et qu'on ne peut pas s'improviser ergo, physio ou diététiste. Parfois, il faut aller chercher ces professionnels. Tout à fait. Et commencer comme ça prend une relation thérapeutique avec le client, avec le patient, mais ça prend une relation d'équipe entre les gens de l'équipe. Tout à fait. Bon, il y a encore du travail à faire, mais il y a plein de belles pistes. C'est pour ça que je fais de la recherche. C'est parce que tranquillement, on fait avancer. En tout cas, c'est exceptionnel. Bravo pour vos travaux. Donc, bonne chance pour tout ça. Donc, il y a pas mal d'outils. Il y a une application dont on n'a pas parlé sur la... Ah oui. Peut-être donc, vous voulez juste dire 2 mots, puis après ça, on va voir s'il y a des questions dans l'auditoire. Mais on va juste dire peut-être un mot de... Oui, donc on travaille. On n'a pas encore fini. Bon, il y a eu COVID, tout ça a un peu mis des délais. Donc, on a développé le GIA Option Map. Ou ma carte d'option en AGI. Donc ça, c'est pour les jeunes qui font de l'arthrite et les jeunes adultes qui font de l'arthrite juvénile. Et le but, c'est de donner plein d'options de traitement pour la douleur. Donc, quand on a de la douleur, quelles sont toutes les options qu'on peut utiliser? D'accord. Et on donne de l'information sur les données probantes. Et c'est vraiment une application interactive. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on a, où est notre douleur, et dépendamment de quel type de traitement on préfère, on va avoir différents traitements suggérés et on peut faire un plan, choisir ce qu'on va utiliser et on peut l'amener en PDF ou papier aux professionnels de la santé. Donc, ça dit, regardez, j'aimerais peut-être faire ça, tu sais. Donc, est-ce qu'on a des questions? Do we have questions? Yeah, Isabel, if you can translate this, that would be sure. lovely. Do you have any tips on how people can... living with arthritis can take charge of their own health care that they receive from their healthcare team? Donc, je vais juste traduire pour les auditeurs. Donc, pour les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'il y a des outils qui existent, des ressources pour prendre en charge soi-même notre maladie? Moi, je dirais vraiment, je pense qu'il y a plusieurs applications web. Maintenant, il y a toutes sortes de ressources d'outils qui sont en ligne. Et je dirais que peut-être essayer d'aller trouver ces outils-là. Il y a toutes sortes d'applications où on peut, par exemple, regarder nos symptômes à travers le temps, comment est-ce que ça se passe. Il y a des aides à la décision. Donc, par exemple, il y a l'hôpital d'Ottawa. Si vous faites aide à la décision, hôpital d'Ottawa, il y a toute une liste d'aides à la décision. Je pense qu'il y a des tonnes d'outils en ligne. Le problème, peut-être, c'est qu'ils sont un peu partout. Oui. Donc, c'est comme dur à trouver, les ressources. Mais je dirais qu'il faut, malheureusement, il faut comme aller chercher tous ces outils-là un peu soi-même maintenant. Mais j'espère que dans le futur, on va être capable d'avoir, par exemple, une aide décisionnelle où notre rhumatologue dit, voici, allez-y. Et là, il y a toutes les ressources que vous voulez. Mais tu sais, je dirais qu'il y a la Société de l'arthrite, il y a toutes sortes de sites où on a beaucoup d'informations. Mais je vous dirais, regardez aussi les aides à la décision. Parce que je dirais que c'est vraiment comme celle de Mayo Clinic, là, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment très, très bien pour avoir de l'information. Puis... Excellent, merci beaucoup. Sur le site de Arthritis Consumer Experts et puis ABN aussi, on a beaucoup de choses. J'espère qu'on va pouvoir aussi indiquer certaines de ces ressources-là par la suite sur le site. Merci infiniment pour ce temps. On pourrait passer en effet des heures à discuter. C'est passionnant. Mais j'espère vraiment que les patients, tu sais, c'est comme triste un peu qu'on ait ça sur nous.
il faut que vous fassiez tout ça, il faut que vous soyez capable de trouver les ressources vous-même, c'est beaucoup, mais je pense que dans le futur, tranquillement, peut-être qu'on va être aidé un peu plus par les professionnels. Tout à fait, mais c'est assez rassurant, justement, tous ces travaux. Je pense que pour les patients, il y a un peu de réconfort là, ce matin. Merci infiniment pour votre temps. Merci pour tous ces sujets, toutes ces ressources. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, d'autres discussions aujourd'hui en anglais, peut-être en français, à voir. Merci beaucoup pour votre temps. Passez sur hashtag CRRarthritis. Et puis, je vous dis à bientôt.